Je suis Marina Bouchescalca et vous écoutez l'épisode 301 de Change ma vie, comment préparer une compétition sportive. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée et la créatrice de ce podcast. Avec ma brillante équipe, on vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marina Bouchescalca, je suis l'une des coachs de l'équipe Change ma vie. Je suis également chargée de création de contenu au sein de notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Et j'ai eu l'honneur d'intervenir à 2 reprises sur ce podcast, lors des épisodes 255 « Aimer sa vie ou la changer » et 277 « Être mince, c'est mieux ?» Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du sport en compétition et plus précisément de la façon dont les outils du coaching peuvent vous aider à préparer, et pourquoi pas à gagner, une compétition sportive. C'est donc le sport en compétition qui va nous intéresser tout au long de cet épisode. Mais je vous invite à garder à l'esprit que ce que l'on va dire fonctionne également dans d'autres situations clés de votre vie. Par exemple, la préparation d'entretiens d'embauche, de réunions professionnelles, de premiers rendez-vous galants, de repas de famille. Tout ce que vous allez apprendre durant cet épisode pourra également vous être utile dans ce genre de contexte. Et pour enregistrer cet épisode, je ne suis pas seule et c'est une première chez Change ma vie puisque je suis avec Nat. Bonjour Nat. Bonjour Marina. Alors, cet épisode est inédit pour plusieurs raisons. Tout d'abord, puisque c'est la première fois qu'une personne extérieure à l'équipe Change ma vie intervient directement sur le podcast, mais également parce que Nat est une cliente historique, on peut le dire, de notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi, puisqu'elle est avec nous depuis le lancement du programme, donc en janvier 2021. Et si Nat est avec nous aujourd'hui pour parler de comment préparer une compétition sportive, ce n'est pas un hasard. Nat, je te laisse te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices. Merci beaucoup Marina. Alors je suis mariée, maman d'un petit garçon de 6 ans. Je travaille à plein temps et je pratique le taekwondo qui est un art martial et un sport de combat depuis 14 ans. Je suis venue au taekwondo vraiment par hasard et je fais de la compétition depuis le début de ma pratique. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui m'a fait confiance et qui m'a poussée directement dans la compétition. De mes débuts à aujourd'hui, j'ai obtenu des titres au niveau régional. Je suis arrivée plusieurs fois première et deuxième dans ma catégorie. J'ai aussi des titres au niveau national. Je suis arrivée plusieurs fois première et aussi deuxième dans ma catégorie. Et je suis arrivée deuxième à une compétition européenne. J'avoue que j'ai une vie assez active car aussi j'ai plusieurs entraînements par semaine en plus de ma pratique pour améliorer mes performances. Je fais des séances de musculation, de cardio, de souplesse pour compléter les entraînements du taekwondo chaque semaine. Et je dois adapter tout ça à mon planning professionnel et à ma vie familiale. Et en fait, c'est ce qui m'a fait venir au programme de coaching, le fait d'avoir plusieurs casquettes. J'avais vraiment du mal à habiter pleinement chacun de mes rôles. J'avais l'impression d'être tout le temps scindée, tiraillée dans mes journées, dans mes semaines, et de ne rien apprécier pleinement. Donc, après ma journée de travail, j'endosse mon rôle de maman, puis aussi le rôle de sportive. Et le coaching m'aide au quotidien pour générer un bon carburant pour mes séances d'entraînement pendant la semaine, et aussi pour me préparer pour les compétitions. Merci Nat. Et côté sport, pour moi, je pratique le tennis depuis 15 ans maintenant et je fais de la compétition de manière assez soutenue depuis 2 ans. Et j'ai pu observer, de manière assez impressionnante, les effets du coaching sur mes performances. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on veut aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. C'est parce que les outils du coaching sont extrêmement puissants pour se préparer à une compétition sportive. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aujourd'hui à ce sujet ? Parce que le sport en général, et la compétition en particulier, peuvent activer chez nous un mécanisme d'auto-sabotage qui peut nous amener à partir perdant ou perdante et ou à perdre nos moyens durant cet événement important pour nous. Pour préciser, l'auto-sabotage, ça désigne un ensemble de comportements ou d'attitudes qu'on va adopter, souvent sans s'en rendre compte, et qui entravent notre propre réussite. Il s'agit d'une lutte interne où une partie de nous-mêmes agit contre nos propres intérêts, et ça va freiner notre progression vers les objectifs qu'on s'est fixés. Pour vous donner un exemple concernant ma façon de m'auto-saboter dans la pratique du tennis en compétition, c'est quand j'étais plus jeune et que je ne connaissais pas encore les outils du coaching, je m'énervais rapidement pendant un match. Donc dès que je perdais un point, que je faisais une faute, que je loupais une balle, je m'auto-sabotais. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, je pense que je me disais des choses comme « voilà, c'est fichu »,
je suis nulle, et voilà encore une fois où je ne vais pas y arriver, j'en ai marre. De jolies pensées donc qui ne créaient pas un carburant émotionnel propice au beau jeu et à la victoire. Et d'ailleurs, il m'arrive encore de penser ce genre de choses, mais je sais comment ne pas en tenir compte, comment ne pas agir dessus, pour reprendre le jeu en main. Mais ça, on en parlera un peu plus loin dans l'épisode. Et vous, chers auditeurs et auditrices, si vous vous posez la question, qu'est-ce que vous vous dites lors d'une compétition sportive ou tout autre événement important pour vous, comme je vous le disais au début de l'épisode? Donc, qu'est-ce que vous vous dites et qui peut vous saboter? Et toi, Nat, du coup, est-ce que tu te rappelles de moments où tu t'auto-sabotais, voire où tu t'auto-sabotes encore dans ta pratique sportive, que ce soit en amont ou même pendant la compétition? Oui, Marina, je me souviens en fait que quand j'ai commencé le taekwondo, j'étais vraiment novice. J'ai intégré en fait un groupe d'experts qui connaissaient bien le combat et puis à chaque entraînement, je me sentais inférieure aux autres, je prenais des coups sans pouvoir les rendre parce que je n'avais pas d'expérience et je pleurais de rage contre moi-même dans la voiture après l'entraînement. Je me disais en fait comme toi, c'est fichu, je ne peux rien faire, je suis nulle, je n'y arriverai jamais. En fait, je me sabordais et puis je ne prenais aucun plaisir. Après, j'ai vécu une deuxième période, plutôt belle période. J'ai commencé à gagner des compétitions régionales, des titres au niveau national. J'étais euphorique, je gagnais en confiance, je me sentais invincible. Mais en fait, ça a duré quelques jours. Puis après, j'avais à nouveau le syndrome de l'imposteur qui me rattrapait. En fait, si je gagnais, c'était pas que j'étais forte ou que j'avais été meilleure, c'est que j'avais eu de la chance. Et puis, j'avais presque honte de certaines victoires. Aujourd'hui, je trouve des clés grâce au coaching, mais il arrive que je me saborde encore en entraînement ou bien même en compétition. Par exemple, parfois, je me dis que mon adversaire a plus d'expérience que moi, qu'il est plus en forme, plus fort, plus intelligent dans le jeu, plus rapide, et qu'en fait, c'est impossible pour moi de gagner. Ou bien si je gagne, je me dis que j'ai eu de la chance au tirage, j'ai eu de la chance dans ma catégorie, ou bien je me dis que la personne en face n'était pas douée, que n'importe qui aurait pu gagner contre elle. Et pendant les combats, il m'arrive encore de faire dépendre ma victoire ou ma défaite de mon adversaire. Par exemple, si je sens une faille dans le regard de mon adversaire, là, je deviens vraiment une guerrière, je ne lâche rien, je gagne. Par contre, si je sens un regard confiant chez l'adversaire, ou alors si je suis contre quelqu'un contre qui j'ai déjà perdu auparavant, même si j'ai les capacités et le niveau pour gagner, en fait, je me laisse perdre. Oui, et c'est bien normal, parce que finalement, même quand on connaît les outils du coaching et qu'on les applique, on reste un être humain, imparfait, avec ses failles. Mais malgré tout, ce qu'on veut généralement quand on participe à une compétition sportive, c'est gagner. En prenant du plaisir, en étant fier de soi, en passant un bon moment, mais généralement, l'objectif, ça reste de gagner. Et ce qu'on va voir maintenant, ce sont les obstacles principaux à cette réussite. Donc, vous avez l'impression de vraiment vouloir gagner ce match ou ce combat. Vous savez comment mobiliser toutes vos ressources physiques, et pourtant, vous voyez bien que certaines de vos actions ne vont pas dans le bon sens. Comme l'exprimait Nat à l'instant, vous vous énervez, vous pouvez être défaitiste, vous pouvez vouloir en finir le plus vite possible. Et ce comportement que vous allez avoir, il est généralement dû à l'inconfort émotionnel que vous ressentez. Vous avez envie de gagner, mais vos pensées vont à 1000 à l'heure et vous ressentez toutes sortes d'émotions. Donc imaginez-vous, durant votre compétition, vous êtes là, vous avez envie, mais là vous ressentez de la peur, du stress, de la résignation, de la colère, de la pression ou encore du doute. Et d'après les observations que j'ai pu faire, l'inconfort qui est le plus présent lors d'un événement clé pour nous, comme une compétition sportive, c'est l'inconfort de l'incertitude. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça se manifeste pour moi lors d'une compétition de tennis. En fait, je sens l'envie de mon cerveau de sauter directement à la conclusion du match, alors que je suis encore pendant le match. Je fais une petite parenthèse pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais le tennis, c'est un sport dans lequel vous avez davantage de temps de pause que de temps de jeu. Entre les points, entre les jeux, en attendant que l'adversaire serve, vous avez énormément de temps pour réfléchir. Et bien sûr, vos pensées vont très vite à ce moment-là. Sauf que, quand vous êtes en plein match ou en plein combat, vous ne connaissez pas l'issue, le résultat. Vous ne savez pas si vous allez perdre ou gagner, réussir ou échouer. Car finalement, plein de paramètres entrent en jeu. Donc, vous êtes dans l'incertitude du résultat. Et s'il y a bien quelque chose qui ne plaît pas à notre cerveau, c'est l'incertitude. Ce qui va se passer, et c'est ce que je vous disais quand je disais « mon cerveau saute directement à la conclusion du match », c'est que vous allez vous soulager de cet inconfort de l'incertitude en imaginant directement
durant le match, le résultat possible, qu'il soit positif ou négatif. Donc vous allez vous dire, bon voilà, ok, je vais perdre, j'ai bien compris, qu'on en finisse, ça y est, c'est clair. Et donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se sabote comme ça à ce moment-là, en plein milieu de notre match, notre combat ou de notre événement sportif? C'est parce qu'en fait, la certitude du pire, la certitude que vous allez perdre, elle est toujours plus douce pour votre cerveau que l'incertitude du meilleur. En fait, une certitude d'échec, c'est plus apaisant pour votre cerveau que 50% de chances de victoire. Pour vous donner des exemples, vous avez peut-être déjà remarqué comment, au milieu d'un moment important pour vous, vous avez tendance à imaginer ce que vous allez dire à votre entourage une fois que ce sera fini. Vous êtes au milieu d'un date, donc d'un rendez-vous galant, et vous imaginez déjà ce que vous allez dire à vos copines après. Vous êtes au milieu d'un examen, et vous imaginez déjà comment vous allez expliquer à votre famille pourquoi vous n'avez pas réussi. Vous êtes au milieu d'un match, et vous vous projetez déjà en train d'expliquer que vous avez perdu parce que vous êtes fatigué de votre semaine et que vous reprenez après une longue pause, etc., etc. Et tout ça, ces moments où, pendant l'événement, vous êtes déjà en train d'imaginer l'après, au lieu de vous concentrer sur votre match pour faire de votre mieux et réussir, ce réflexe-là, il est dû à votre inconfort de l'incertitude. Vous êtes mal à l'aise dans l'instant présent, car vous ne connaissez pas l'issue du match. Cette incertitude, elle est tellement inconfortable que vous allez vous projeter le plus possible dans l'après, parce que l'après, ça signifie le verdict, et donc le confort de la certitude. Alors l'une des choses les plus cruciales pour garder le maximum de votre potentiel lors d'un événement sportif, c'est de choisir intentionnellement de rester dans l'inconfort du moment présent. Parce que c'est là, et nulle part ailleurs, que vous allez réellement pouvoir créer votre réussite. Est-ce que toi, Nat, en parlant de ça, tu as déjà remarqué les moments où tu anticipes le résultat final afin de fuir l'inconfort de l'incertitude? Eh oui, Marina, totalement. En fait, au taekwondo, alors contrairement à ce que tu évoques au sujet du temps au tennis, un combat, en fait, ça va très vite, il y a très peu de temps de pause et on n'a pas intérêt à se déconcentrer avec nos pensées sous peine de prendre un coup qu'on n'a pas vu venir. Mais malgré cela, ce qui arrive pour moi, ce qui se passe pour moi, c'est que je regarde les scores. À chaque coup de l'adversaire, j'imagine le pire résultat possible. La défaite exactement comme si elle était déjà là. Et du coup, pour moi, cet inconfort de l'incertitude que tu évoques, ça se transforme en peur de perdre. Et comme tu le dis, en fait, j'ai l'impression qu'anticiper une victoire, c'est vraiment trop difficile pour mon cerveau. Grâce au coaching, alors plutôt que d'utiliser mes ressources à lutter contre elle, j'apprends à inviter ma peur à s'asseoir dans le public, juste être là. Et je l'autorise à assister à ma compétition. Alors, en plus de votre gestion de l'inconfort, ce qui peut vous freiner durant une compétition sportive, c'est un critique interne sévère et constant. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fait cette petite voix intérieure qui vous rabaisse constamment, qui va souligner vos échecs et minimiser vos réussites. C'est cette partie de vous qui, avant ou durant la compétition, va vous dire que vous n'êtes pas assez bien, ça ne marchera jamais, de toute façon, vous ne le méritez pas, vous avez réussi jusqu'ici, mais seulement grâce à la chance. Et cette autocritique interne que vous avez, il peut parfois vous sembler utile. Peut-être que vous pensez qu'avoir des pensées culpabilisantes envers vous-même vous aide à avancer et à vous dépasser. J'entends d'ici certaines d'entre vous qui se disent peut-être « Mais Marina, moi en fait je gagne sous la pression. C'est quand je me pousse à fond, quand je m'en veux, quand je me parle mal, quand j'ai la niaque que je finis par gagner. » Alors en réalité c'est rarement le cas. Parce que vous dire ce genre de choses, ça vous fait majoritairement sentir de la honte, de la culpabilité, de la colère, de la pression. Et ce ne sont pas des émotions, ce ne sont pas des carburants émotionnels qui sont propices à la réussite. Si vous prenez le temps de vous demander comment vous vous sentez quand vous dites ce genre de choses, il y a des chances que ce soit plutôt des émotions désagréables. Toi, Nat, est-ce que tu as déjà eu l'impression que te parler durement était efficace pour gagner en compétition? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Alors en fait, je l'ai longtemps cru, Marina, mais pas seulement pour le sport. En fait, je pense qu'on a tous entendu des injonctions douloureuses comme il faut souffrir pour être belle, la vie est dure, on n'a rien sans rien, ou on n'a rien sans mal. De même dans le sport, même si je trouve que cela tend à changer, j'ai souvent entendu des messages qui sous-entendaient une notion de souffrance, que pour gagner, il faut souffrir, dépasser ses ressources, ne pas abandonner, se motiver, mais on ne nous dit pas comment, être plus fort que son excuse, en bref, il faut se donner des coups de pied pour pouvoir avancer. Et comme beaucoup, je pense, moi aussi, j'ai avancé avec ces phrases en tête. Alors, je me forçais, je m'obligeais, je souffrais.
Et là, j'ai appris avec le coaching qu'on pouvait faire vraiment autrement. Parfois, aller à tous ces entraînements au milieu de semaine déjà bien remplis pour donner le maximum de moi-même, ça n'est pas chose facile. Et en fait, j'ai trouvé grâce au coaching des pensées qui me donnent de l'élan au lieu de me rabrouer. Une toute simple, que j'affectionne tout particulièrement sur les entraînements du soir, tard, en plein hiver, c'est le plus dur est de mettre tes baskets et de monter dans la voiture. Et c'est vrai, en fait, le moment de me préparer à aller à l'entraînement est plus difficile pour moi que d'être en chemin. J'ai tout un tas de pensées sur ma fatigue, par exemple, ou sur la difficulté de l'entraînement, alors qu'une fois que j'y suis, tout devient plus facile. Et cerise sur le gâteau, je sais que je vais être bien après. C'est pareil pendant les compétitions, en fait. Je sais maintenant que me parler durement, ça va pas me faire gagner. Je préfère plutôt m'encourager. Il n'est pas question là de me ramollir ou de complaisance, mais vraiment de me soutenir. C'est vraiment très différent. Alors, je suis complètement d'accord avec toi et j'adore que tu l'exprimes comme ça. Et cette croyance que nous taper dessus nous fait avancer, elle peut prendre la forme d'un dialogue intérieur très négatif où, en fait, on peut se dire des choses comme « je suis nulle, je ne suis jamais à la hauteur » ou « je dois travailler plus dur ». Et en fait, c'est une sorte de stratégie de motivation qui est fondée sur la peur et la culpabilité, plutôt que finalement, comme tu le dis, sur l'encouragement et la bienveillance envers soi. Alors, je dis pas, ça peut sembler efficace parfois à court terme, mais à long terme, ce que ça va surtout entraîner, c'est généralement une faible estime de soi-même. Et on nous l'a appris que nous crier dessus, être en colère contre nous-mêmes, jouer sur la culpabilité, la peur, la honte, c'était les meilleurs moyens d'atteindre nos objectifs. Parce que bon, ça va servir à nous booster, à nous réveiller. Sauf qu'en fait, tout ce que ça fait vraiment, c'est nous ajouter une pression supplémentaire et une émotion de pression. C'est rarement ce qui nous met dans les meilleures conditions de réussite. Finalement, on voit que les obstacles que l'on peut rencontrer, alors il y en a de multiples, mais ceux dont on a parlé sont de deux ordres. Réussir à surmonter l'inconfort provoqué par cet événement qui nous tient à cœur, pour que ça ne nous coupe pas de tous nos moyens. Et un deuxième obstacle, c'est ce critique interne, comme on disait, c'est-à-dire ces moments où l'on est notre pire ennemi. Et ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est comment se préparer de la meilleure manière pour réduire ces obstacles. Alors, depuis que j'ai repris le tennis en compétition il y a 2 ans, je me suis créé une routine spécifique avant mes matchs. Cette routine, je l'ai partagée avec des amis qui l'ont utilisée, une pour une réunion de travail, une autre pour un événement de Krav Maga, une autre encore pour un match de tennis. Et ça les a vraiment aidés à aborder ces événements de manière sereine, d'en profiter et de, je cite, tout déchirer. Et si vous ne le savez pas, au sein de notre programme de coaching en ligne Change ma vie mode d'emploi, vous avez la possibilité de nous poser, à nous les coachs, à tout moment, toutes vos questions à l'écrit. Donc c'est toute l'équipe des coachs Change ma vie qui se tient disponible pour vous répondre rapidement. Et je me souviens que Nat, tu m'avais justement sollicité grâce à cette fonctionnalité pour connaître ma routine de coaching dont j'avais rapidement parlé pendant un appel. J'ai donc partagé avec toi la routine dont nous allons parler juste après. Est-ce que tu peux me dire si tu t'en es servi et si tu as vu des différences par rapport à d'habitude ? Oui, Marina. En fait, je m'en suis servie effectivement et j'ai pu observer des différences. Déjà, c'était comme si je m'étais découvert des forces sur lesquelles je pouvais m'appuyer au lieu de me focaliser sur mes manques. Et en fait, ça m'a aidé à gagner ma dernière compétition, donc j'en profite pour te remercier. Avec plaisir, Nat, merci à toi de le partager avec nous. Je vais donc vous expliquer cette routine que j'utilise pour optimiser mon mental avant, mais également pendant mes matchs de tennis. Cette routine, je l'ai également utilisée lors de mon processus de recrutement pour intégrer une certaine entreprise de coaching que vous connaissez bien. Et comme vous pouvez l'entendre, je pense qu'on peut dire que ça a bien fonctionné. Alors, c'est parti, la routine que je vous invite à mettre en place pour préparer vos compétitions sportives, c'est la suivante. Vous allez prendre une feuille de papier, un document sur votre ordinateur, votre carnet préféré, et vous allez tout d'abord écrire la circonstance de cet événement, de la manière la plus neutre possible. Donc ça va ressembler à match de tennis, combat de taekwondo, entretien d'embauche, faites vraiment simple et factuel. Ensuite, vous allez écrire toutes les pensées négatives que vous avez sur cette circonstance, que vous avez sur vous-même, toutes les pensées d'auto-sabotage, celles qui ne vous mettent pas dans une bonne dynamique. Avant mes matchs de tennis, ça ressemble à « je ne suis pas en forme »,« je dois impérativement gagner pour pouvoir augmenter mon classement et atteindre mes objectifs »,« je suis sur une mauvaise lancée »,« mon service ne passe plus en ce moment », et je déroule tout ça. Et même si des pensées positives se présentent, je ne les inclus pas. Je veux vraiment à ce moment-là me concentrer sur le négatif. Et je sais qu'on ne vous dit pas ça souvent sur ce podcast.
Quand j'ai bien essoré mon cerveau et que toutes les pensées négatives sont sorties, je vais en choisir une, celle qui me paraît la plus bloquante. Une pensée bloquante, c'est une pensée obstacle, c'est une pensée qui vous freine vers vos objectifs. Puis, une fois que j'ai choisi cette pensée, je vais me demander comment je me sens quand je pense ça. Souvent, ça va pas être dingue, je vais être sur de la résignation, de l'impuissance, de la pression, donc une émotion plutôt désagréable. Pour finir cette première étape de la routine, je me concentre sur ce que risque de produire cette émotion sur moi si je la ressens pendant mon match. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur le comportement que je risque d'adopter ? Si je ressens de la résignation, je vais sûrement être moins concentrée et bâcler mes coups, par exemple. Et avec ce comportement, j'augmente le risque de perdre mon match et donc de ne pas atteindre le résultat que je souhaite. À ce moment-là de la routine, je vais rester face à ça pendant quelques instants, en faisant bien le lien entre la pensée, l'émotion, mes actions et le résultat que je vais obtenir. En fait, je me montre à moi-même que cette pensée et toutes les autres que j'ai écrites ne me sont pas utiles et me sabotent. Bien sûr, l'objectif, ce n'est pas de rester là-dessus. Il y a une suite à cette routine. Mais l'objectif, ce n'est pas non plus de vous juger. Vos pensées, toutes les pensées que vous avez écrites là, elles ne vous définissent pas. Elles sont de précieuses indications. Les premières fois, quand vous ferez cette routine, vous allez peut-être ajouter un deuxième étage du bus. On en parle dans l'épisode 167 de Change ma vie, le bus à 2 étages. Donc vous allez peut-être ajouter un deuxième étage du bus et vous juger et culpabiliser d'avoir ces pensées qui paraissent nulles et inutiles. Mais elles ont le droit d'être là. Elles ne veulent rien dire sur vous. Tout le monde a ce genre de pensée. Ce qui compte, c'est ce que vous allez en faire. Alors après avoir pris conscience de ces pensées et de leurs résultats probables, ce que je fais, c'est que je vais retourner ma feuille ou la page de mon carnet de manière très symbolique pour passer à l'étape suivante de ma routine. Et là, je vais faire exactement la même chose. Mais cette fois-ci, avec des pensées qu'on va appeler positives. Je précise ici que ces pensées ne seront pas l'exact inverse de ce que vous avez indiqué juste avant. Parce que l'objectif ici, c'est pas de pratiquer la méthode Coué en écrivant des pensées idéales en lesquelles vous ne croyez pas, mais vraiment d'écrire des pensées qui vous viennent et en lesquelles vous croyez. Parce que oui, il y a forcément des choses positives que vous pensez sur votre capacité à obtenir le résultat que vous voulez. Et si vous avez du mal à trouver des pensées positives à ce moment-là, durant la routine, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui fait que je vais gagner ce match ? Pourquoi je pense que c'est possible ? Et ça va aider en fait à orienter votre cerveau vers le positif. Donc pour moi, à ce moment-là, les pensées, ça ressemble à j'ai une bonne intelligence du jeu, j'ai amélioré mon lift, j'ai une bonne défense, je sais m'adapter à l'adversaire, j'ai un bon mental. Donc vous voyez, ces pensées ne sont pas l'exact opposé des pensées que j'avais écrites précédemment, ce sont d'autres pensées plus positives, entre guillemets. Et ces pensées, j'y crois vraiment à ce moment-là. Je ne suis pas en train de m'auto-convaincre en les écrivant. Et là, je recommence ce que j'ai fait précédemment. J'isole la pensée qui me paraît la plus puissante, puis j'identifie l'émotion qu'elle me procure. Généralement, ça va être de la fierté, de la joie, de l'enthousiasme, de la confiance. Et j'imagine le comportement que j'aurai sur le terrain en pensant ça et en ressentant ça. Donc, quel comportement je vais avoir ? Ça va être, si je ressens par exemple de la confiance, je vais prendre mon temps, je vais analyser, je vais profiter, je vais être solide sur mes appuis. Et là, je vois que le résultat que j'obtiens, c'est que j'augmente mes chances de réussite. Et encore une fois, je vais rester avec ça quelques instants pour bien me montrer à moi-même que c'est ça que je veux. Donc que ce sont ces pensées-là que je veux mobiliser durant mon match. Et ce qui est génial avec cette routine de préparation, c'est que vous êtes non seulement dans de meilleures dispositions avant votre événement, mais que pendant, vous aurez 2 avantages. Vous aurez déjà beaucoup plus de conscience sur ce que vous pensez, puisque vous l'aurez déjà mis en lumière avant grâce à la routine, et vous aurez une liste de pensées positives puissantes auxquelles vous connectez si vous sentez que les pensées négatives reviennent pendant l'événement. Je précise à nouveau que l'objectif est de mobiliser et mettre en avant les pensées que vous avez déjà et qui vous créent des émotions motrices. On est là sur l'autre versant de la négativité et c'est lui qu'on va choisir de regarder. Nat, est-ce que tu as donc de ton côté une routine de coaching avant une compétition ? Et oui, Marina, moi aussi, j'ai créé ma propre routine avant donc une compétition. En fait, ce que j'aime faire, c'est écrire tout ce que je pense à propos de la compétition qui approche. J'essaye vraiment d'être la plus exhaustive possible. Ensuite, j'en extrais l'émotion la plus présente et souvent chez moi, c'est la peur de perdre. Alors je l'accueille, je l'imagine ayant une forme, une couleur. J'essaye même de danser avec elle
comme le suggère Clotilde dans l'épisode 225 de Change ma vie, Danser avec la peur. Puis après, je ne la chasse pas. Je lui dis que je l'ai entendue, que j'ai compris ce qu'elle avait à me dire, et donc au préalable, j'ai identifié son message. Et je lui dis que je vais quand même faire cette compétition parce que c'est important pour moi, je lui en donne les raisons, et qu'elle peut venir avec moi dans la valise, dans la voiture, à l'hôtel, et même aussi s'asseoir dans le public pendant les combats. Ensuite, je choisis une émotion plaisante, qui me sent accessible et qui ne dépend que de moi. Alors par exemple, souvent c'est le plaisir. Je me visualise en fait juste avant la compétition, puis pendant la compétition, ressentant le plaisir d'être avec mon club à l'hôtel ou dans la voiture, le plaisir de combattre, le plaisir de me dépasser, de bien défendre ou d'attaquer avec telle technique. Je ne me visualise pas en train de gagner parce qu'en fait ça dépend pas entièrement de moi. Mais je choisis une émotion vraiment que je peux visualiser, qui est accessible et qui me porte. En fait, comme j'aime le dire, c'est une sorte d'intention pour ma compétition. On va aborder maintenant un autre élément très important qui est la façon dont vous vous parlez. Personnellement, j'ai remarqué que me parler gentiment pendant mes matchs peut changer considérablement, et de manière d'ailleurs assez instantanée et impressionnante, ma façon de jouer. Quand je vois en fait pendant un match mes pensées basculer dans le côté, comme je disais, culpabilisant, donc tu n'y arriveras pas, tu vas perdre, secoue-toi, tu fais n'importe quoi, je vais choisir intentionnellement de penser différemment. Je vais choisir de penser et ressentir pour moi-même du respect, de l'empathie, de la bienveillance et de la compréhension. Et donc, je vais avoir des émotions de confiance, d'amour, de fierté, d'enthousiasme, qui sont des carburants émotionnels vraiment très très efficaces pour avancer avec élan vers vos objectifs. En fait, quand j'observe en moi des pensées qui ne vont pas dans le bon sens, je choisis de me tourner vers tout ce que je fais déjà très bien pendant mon match. En fait, je vais me connecter à ce moment-là à d'autres pensées en lesquelles je crois. Ça va ressembler à « tu donnes ton maximum »,« tu es solide sur tes appuis, tu varies ton jeu ». Et les pensées les plus puissantes, j'ai remarqué que ce sont celles qui me font ressentir de l'amour pour moi-même. Ça va être des pensées telles que « je suis déjà fière de toi »,« tu fais déjà un boulot exceptionnel ». Et encore une fois, ce sont des pensées qui me parlent et que je crois vraiment à ce moment-là. Je choisis de me connecter à cette partie de moi qui croit que je fais effectivement un super boulot dans ce match et que je peux déjà être fière de moi. Et ça me fait instantanément sourire, je ressens une grande vague de chaleur, de fierté et d'amour pour moi-même. Et le point que je vais jouer après n'a rien à voir. En fait, me donner de l'amour et de la bienveillance, ça transforme instantanément mes actions pour me rapprocher du résultat que je souhaite. Je vous invite vraiment à essayer, je vous assure que ça vaut le coup. Et toi, Nat, dis-moi, est-ce que tu remarques un changement dans tes performances en fonction de la façon dont tu te parles ? Oh que oui, Marina. Avant, pendant les entraînements, je me disais souvent que j'étais nulle et que mon partenaire en face le voyait bien. Pas très encourageant tout ça. Et en fait, grâce au coaching, j'ai commencé par me dire aux entraînements, c'est énorme ce que tu fais, tu te rends pas compte, tu travailles, tu es maman, tu fais du sport de haut niveau. Et en fait, ça me valorisait tellement que je n'avais plus besoin d'imaginer un jugement hypothétique de mon partenaire en face. Et en fait, je pouvais me concentrer sur mes actions et elles étaient, comme par hasard, meilleures. Ensuite, j'ai pu repérer des choses plus spécifiques et me dire, tu sais très bien défendre ou bien attaquer de telle façon. Et comme par magie, je n'étais plus focalisée sur ce que je pensais et qu'on pensait de moi, mais sur ce que moi, je pensais de moi. Pour compléter cette routine, ce qui va également vous aider, c'est l'évaluation sans jugement que vous allez pouvoir mettre en place après. Cette évaluation, ça peut comporter les questions suivantes. Pourquoi j'ai gagné ? Pourquoi j'ai perdu ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois ? Sur ce point précis, je vous renvoie à l'épisode 216 de Change ma vie, évaluer sans juger. Je précise également, parce que ça va aussi dans l'évaluation a posteriori, que vos défaites ne vous définissent pas. Vous n'avez pas plus ou moins de valeur en tant qu'être humain si vous gagnez ou perdez cette compétition. Et pour détacher vos actions et résultats de votre valeur, je vous invite vraiment à écouter ou réécouter l'épisode 287 « Je ne suis pas mon gâteau au chocolat ». Pour conclure, voici ce qui a changé dans ma pratique du tennis en compétition depuis que je l'associe à du coaching. J'ai un objectif clair de ce que je veux pour moi et l'évolution de mes performances. Je suis capable de choisir mes pensées et comment je me sens avant, pendant et après un match. Je suis beaucoup plus sereine et apaisée. Mon mental est vraiment devenu mon meilleur allié et je peux vous dire que ce n'était vraiment pas gagné. Et j'ai pu gagner des matchs pour lesquels je partais perdante sur le papier, donc une différence de classement par exemple, mais le fait de pouvoir choisir mon état d'esprit a fait toute la différence. Et toi, Nat, dis-nous, qu'est-ce qui a changé pour toi ? Alors en fait, je peux dire que je suis devenue ma meilleure alliée dans mon sport. Maintenant, en fait, je suis capable de poser mes doutes, mes peurs, de les regarder vraiment en face
et de travailler dessus au lieu de les camoufler sous le tapis et de rester dans mon angoisse. Aussi, je sais où je vais, j'ai ma feuille de route. À chaque rentrée sportive, je me demande ce que je veux pour moi, quelle est ma vision pour cette saison et quels objectifs clairs je peux me fixer. J'ai mes intentions, mes buts précis pour chaque entraînement et aussi pour mes compétitions. Je suis plus confiante aussi, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai encore beaucoup à apprendre. Je pense que je n'aurai jamais terminé ce travail, que je ne serai jamais une athlète invincible, sûre de toujours tout gagner parce qu'en fait, ça, c'est pas réaliste. Mais je sais que je peux compter sur moi, je peux me faire confiance parce qu'en fait, je me lâcherai jamais la main, quoi qu'il arrive. Et la confiance en soi, pour moi, c'est vraiment d'être sûr d'être toujours là pour soi. Enfin, j'ai pu gagner ma dernière compétition alors que mes adversaires me sortaient de ma zone de confort. Moi non plus, c'était pas gagné. Il y avait une différence, il y avait beaucoup de différences de poids. Et il reste en fait à célébrer cette victoire. Et je me permets de vous inviter, vous aussi, à célébrer vos victoires sportives ou mieux encore, vos victoires, vos réussites au quotidien, celles qui ont saupoudré vos journées d'un soupçon de magie. Oui, merci beaucoup, Nat, de rappeler ça. N'hésitez pas à vous célébrer, à célébrer vos victoires. C'est quelque chose qu'on vous invite vraiment à faire au sein de notre programme de coaching en ligne. Vraiment, par rapport à cet épisode spécifiquement, ce qu'on vous invite à faire, c'est de tester. Peut-être qu'à l'écoute de cet épisode, vous êtes sceptique sur le fait qu'avoir des pensées positives sur vous-même et vous parler avec amour et bienveillance va réellement améliorer vos chances de réussite. Je vous invite vraiment à tenter l'expérience, essayer, je pense sincèrement que vous ne serez pas déçus. Et si vous mettez en place la routine qu'on vous a proposée dans cet épisode, pensez à nous envoyer un message sur le compte Instagram Oui Change Ma Vie, en partageant avec nous ce que ça vous a apporté. On a vraiment hâte de lire vos retours. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, avec quoi est-ce que vous souhaitez repartir de l'écoute de cet épisode ? Est-ce que c'est une pensée à cultiver, une question à vous poser au long de la journée, un enseignement à vous rappeler ? N'hésitez pas à vous demander ce que vous souhaitez emporter avec vous de l'écoute de cet épisode. Je te remercie vraiment beaucoup, Nat, d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode avec moi aujourd'hui. Merci infiniment, Marina, à toi et puis aussi à toute l'équipe de m'avoir permis de participer à cet épisode. En fait, c'est vraiment un honneur pour moi. Et merci également pour ce super programme de coaching qui vraiment change ma vie. Merci, Nat. Bravo à toi et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si vous aimez Change Ma Vie, vous allez adorer Change Ma Vie mode d'emploi. Change Ma Vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change Ma Vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.